donc c'est des congélateurs. Et donc effectivement, chaque jour, on va recevoir des tickets, enfin des enveloppes, des courriers, de toute la France. Donc là, c'est celui du 3 octobre de cette année. Au printemps, bien sûr, on en a beaucoup plus. On est entre 60 et 200 courriers par jour. Ah oui. Donc là c'est parce que c'est l'automne, alors ça a un peu recommencé, mais c'est quand même une petite saison. Et il y a toujours une à plusieurs tickets par envoi. Tant qu'on ne les a pas ouverts, on ne peut pas savoir. Alors Sandrine, qui est notre ticothécaire, donc elle, son travail justement, en partie, en plus de gérer plein de trucs dans le labo et des manip et tout ça, bah, c'est notamment de réceptionner le courrier, elle va les ouvrir, regarder donc s'il y a des messages qui sont avec, les classer, les archiver. Et au niveau de la TIC, bah, soit donc si c'est signalé via le site internet ou via le signalement, via l'application smartphone, il y a un numéro de signalement qui est associé à la TIC. Donc dans ce cas-là, c'est simple, la TIC, on peut la relier directement à la base de données, sinon il faut créer le signalement à partir des informations du courrier. Et la TIC, elle va les garder ici, donc tous ces congélateurs sont remplis de TIC, et comme vous pouvez le voir, donc c'est dans des emballages très divers. Donc dans du sopalin, dans un pochette plastique, parfois c'est dans des trucs démaquillants, parfois c'est dans les tubes des kits de collecte, vous verrez tout à l'heure. Je crois que par exemple ici, donc des tubes où il y a l'éthanol à 70% dedans. C'est important de les garder dans le support que la personne a envoyé. Alors, c'est pas important, c'est juste que vous allez voir, ça va être une partie de notre job tout à l'heure, et qu'on va analyser des tics qui n'ont jamais été analysés. Ça peut être embêtant de décoller le scotch et tout ça. Donc pour aller plus vite, déjà l'archivage c'est tel quel. On découpe un peu autour pour pouvoir retirer la tique après. Et c'est une fois qu'on l'analysera, parce qu'en plus en l'enlevant parfois on risque de casser des parties de la tique. Et donc il faut faire l'identification en même temps. Donc c'est pour ça que c'est lors d'identification qu'on doit effectivement les conditionner d'une manière différente. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et donc toutes ces tics, elles ont des numéros d'archivage qui peuvent être liés à la base de données. Comme ça, je peux savoir, cette tic-là, elle a piqué tel type de personne à tel moment, ou tel type d'animal dans tel lieu. Et grâce à ça, sélectionner les tics pour analyser, pour répondre à différentes questions de recherche. Donc là, notre question, c'est sur les types d'environnement dans le sud de la France, mais ça peut être... on a fait spécifiquement sur les tiques du domicile ou les tiques des animaux de compagnie. Il y a des collègues qui, eux, nous ont demandé les tiques piqueuses de chevaux de Bretagne, par exemple. En fait, en fonction, et c'est le côté haut-tech aussi, c'est que ça sert au maximum. Ça peut répondre à plein de questions de recherche différentes. Et une fois qu'elles sont analysées, on va même stocker ce qui reste de l'ADN, par exemple, ici, pour que ça puisse resservir encore. C'est la seule psychothèque qu'il y a en France ? De tiques piqueuses, oui. Il y a d'autres collègues qui ont leur propre collection de tiques qui ramassent en environnement, mais c'est la seule ticothèque de tiques piqueuses d'êtres humains qui est en France. Et même en Europe, globalement, il y a d'autres programmes de recherche participative, mais souvent, par exemple, en Belgique, ils le font, ils collectent des tiques piqueuses d'humains, ils les demandent qu'une fois tous les 3 ou une fois tous les 5 ans. Et donc, c'est pas automatique. En Allemagne non plus, c'est que les tiques bizarre, pas les Ixodes, et donc on n'est pas très nombreux à faire ça. Aux États-Unis, par contre, il y a quelques programmes qui le font aussi, et au Canada.